Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. En voilà une belle idée que d'écrire le portrait de mon invité, puisque c'est précisément l'un des enjeux du livre qui l'amène aujourd'hui. Alors déjà, je précise, oui, elle est autrice, texte, essai, best-seller même, au nombre desquels La chair est triste hélas, Assise debout couchée, Porno manifesto pour n'en citer que peu, documentariste aussi, de Rhabillage à J'ai tiré sur Andy Warhol comme manifesto, showrunneuse d'une série récompensée d'un International Emmy Award, une série qui s'appelle Des gens bien ordinaires. Elle est accessoirement titulaire d'un doctorat, mais elle a le tort de se présenter sous un prénom unique qu'elle a choisi comme alias il y a quelques années dans une autre vie. J'ai pas besoin de préciser, ceux qui savent. Elle s'appelle Ovidie, elle est brillante et elle publie Slut Shaming, collection cahier libre aux éditions La Découverte. Bonjour Ovidie. Et bonjour, merci pour cette intro. Mais non, mais avec plaisir. Alors, expérience sociologique des plus intéressantes et qui va totalement dans le sens de ton propos dans le livre. J'ai lu ce livre dans le métro. Et se promener dans le métro avec un bouquin sur lequel est écrit en gros slut shaming associé au nom Ovidie, ça donne des regards des plus intéressants, je trouve. Ah ouais? Bah oui. Alors? C'est-à-dire que tu as à la fois parfois un regard masculin un peu genre tiens, c'est intéressant, et un regard un peu parfois, j'ai le mot anglais qui me vient, c'est horrible, c'est mon côté Jean-Claude Van Damme, mais un peu je te juge, tu vois, judgmental, un peu genre tiens. Donc je trouve que ça va complètement dans le sens du livre. C'est très intéressant. Ouais. Tu sais comment il est lu ce livre? Tu as des retours déjà? Moi, j'ai retour de meufs qui évidemment se retrouvent aussi là-dedans puisque slut, donc salope, donc, en français. Je pense qu'on a toutes été traitées de salopes dans notre vie. On a toutes été considérées comme des salopes. On a toutes subi le slut shaming à un moment. Donc, vu que chacune arrive à se retrouver dans le texte, pour le moment, j'ai que des retours de meufs un peu énervées et qui prennent le texte comme, je sais pas, un texte un peu cathartique, voilà, et à qui ça fait du bien. Ouais. C'était le cas aussi. Hein. Donc, du coup, il y avait quelque chose de très revendicatif à le brandir dans le métro, vraiment avec un truc de « Et alors, il y a quoi ?» Il y a quoi, ouais. Comme à chaque invité, je t'ai demandé de choisir des titres. On va donc écouter ta musique. J'annonce une playlist assez 80s. Ouais, 80s et cinématographique. Absolument. Puisque la plupart des morceaux sont aussi des morceaux dans certains films qui m'ont marqué, des films des années 80. Moi, je suis née en 80 et j'ai regardé énormément. J'étais abonnée à Télécassette quand j'étais gamine. Donc, j'ai regardé énormément de films. Donc, tous ces films que j'ai archi poncés, forcément, leur bande-son m'a marqué. Et alors là, pour démarrer, j'ai choisi l'un de tes titres, sorti en 82. L'album s'appelait I Assassin. Il est signé Gary Numan. C'est Music for Chameleons. Pourquoi ce titre, précisément ? Alors, moi, je suis une grosse fan de Gary Numan, mais vraiment très, très, très grosse fan. Toutes les périodes, de la fin des années 70 jusqu'à même maintenant, j'écoute encore ce qu'il fait alors qu'il a 60, je ne sais pas combien passé. Et je trouve que c'est un album qu'on retrouvait dans les maxi-livres, à un moment, genre à 5 balles. Très bien. C'est vraiment l'album qui ne s'est pas vendu du tout. Tu le vois avec des mocassins, un espèce de chapeau. Là. Enfin, rien ne va dans cet album. Ouais. Et pourtant, il y a ce morceau-là, moi, que j'aime bien, que j'avais un peu oublié et que j'ai réentendu lors d'un défilé l'année dernière. Ouais. À un moment, je voyais une vidéo sur Insta. C'était peut-être un défilé de Vuitton, je ne sais plus. Et je me suis dit, c'est bien, ils sont en train de redéterrer cet album oublié de Gary Numan. C'est donc une entreprise de réhabilitation. Absolument. Et je la salue. On écoute donc Gary Numan. Gary Numan, le choix d'Ovidie, l'invité de Nova le soir. Et on parle aujourd'hui de Slut Shaming, sous-titré Faire payer les femmes, paru dans la collection Cahier libre aux éditions de La Découverte. Alors, afin qu'on soit totalement transparente sur le sujet, le livre s'ouvre sur cette définition, que je cite donc, néologisme composé des mots anglais slut, salope et shame, honte. Le slut shaming désigne le fait de critiquer, stigmatiser, culpabiliser ou encore déconsidérer toute femme dont l'attitude, le comportement ou l'aspect physique sont jugés provoquants, trop sexuels ou immoraux. Les attaques peuvent être physiques, morales, elles entretiennent l'idée que le sexe est dégradant pour les femmes. Fin de citation. Surprise! Et non, pas surprise. Il n'existe pas d'équivalent masculin à ce mot. Non, c'est intéressant. Bah oui. Effectivement, il n'y a pas d'équivalent masculin puisque c'est toujours le vieil adage. Un homme qui multiplie les conquêtes, c'est un don Juan. Une femme, c'est une salope. On n'en sort pas, en fait, de ça.
Et effectivement, c'est ça le slut-shaming, c'est la discrimination d'une femme pour sa sexualité prétendue ou réelle. J'insiste bien là-dessus, c'est qu'on peut subir du slut-shaming tout en n'ayant pas forcément une activité sexuelle débordante. Tout en étant chaste. Tout en étant chaste. En fait, c'est vraiment, ça ne dépend pas, le degré de la violence du slut-shaming ne dépend pas vraiment de la réalité de notre vie sexuelle. Ça peut être une petite jeune fille dans un lycée, ça peut être une travailleuse du sexe, ça peut être vraiment n'importe qui, en fait. Aucune d'entre nous n'est à l'abri. Voilà, c'est donc ça l'idée. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, quand on est une femme, pousser sous le bus d'autres femmes en les traitant aussi, en disant elle a la cuisse un peu légère ou ce genre de choses. Il ne faut pas faire ça parce que nous aussi, on risque un jour de subir ce slut-shaming-là. Donc, ne pas attaquer ses sœurs. Le livre se base sur des études de cas très précis, notamment le tien. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre ? J'avais envie de revenir sur une période donnée, puisque le livre parle essentiellement de la fin des années 90 et du début des années 2000, donc qui correspond pour moi à un moment où je suis devenue ovidive, où j'ai pris ce nom-là. Et c'est une période un petit peu curieuse, parce que c'est une période où a régné ce qu'on appelle le porno chic, qui est pas né dans le milieu du porno, contrairement à ce que son nom l'indique. C'est un nom qui est né dans le milieu de la mode. Qui est un terme qu'ont utilisé par exemple Tom Ford, qui avait eu pour charge de dépoussiérer Gucci à ce moment-là, ou alors un photographe comme Terry Richardson qui a beaucoup de casseroles au cul aujourd'hui, on le sait, rien de le dire, c'est rien de le dire. Et donc ce truc-là de porno chic est d'abord né dans le milieu de la mode, et on l'a vu ensuite dans le milieu du cinéma, où c'est la période un peu bizarroïde, où il y a eu plein de films avec des scènes explicites dedans. De la fin des années 90 au début des années 2000, mais il y a eu, je sais pas, peut-être 10-15 films comme ça qui ont... En démarrant avec Lars von Trier, avec Lars von Trier, absolument, Les Idiots en 98. Avant, il y avait eu Dumont en 97, mais c'est vraiment Lars von Trier en 98. Et après, il y en a plein en 99, 2000. Il y a Romance de Catherine Breillat, il y a Intimité, il y a Le Pornographe dans lequel j'ai joué. Donc c'est ça aussi qui est important de dire, c'est que dans ce livre-là, je dis que je fais partie du problème et de sa solution, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait aussi partie du jeu, quelque part. Donc, ça ne veut pas dire que je suis dans la rédemption de quoi que ce soit, mais j'ai participé, je dirais, à tout ce mouvement-là. C'est une période aussi où on parle beaucoup de sexe dans les médias, où c'est la grande période d'Ardisson aussi. Tout le monde en parle. C'était une émission très, très prescriptrice où plein de jeunes femmes comme moi y sont allées, se sont fait humilier sur les plateaux. Et pourtant, on y retournait parce que justement, c'était une émission qui était très regardée et très importante pour nous. Donc voilà, ce livre, il parle de toute cette période un peu bizarroïde jusqu'à l'avènement, je dirais, de la télé-réalité, qui arrive en 2001. Et qui, en arrivant, sonne peut-être l'arrêt de quelque chose. Mais tout en le poursuivant d'une autre manière, ce qui est quand même très étrange aussi. En fait, ça en reprend tous les codes. Ça a la couleur, finalement, de la pornographie, cette histoire. Et en même temps, justement, c'est le moment du déclin de l'industrie pornographique qui correspond à ça, 2001, 2002, 2003. C'est la fin de la VHS, c'est la chute du DVD, et c'est progressivement l'arrivée d'Internet. Ce dont on se rend compte en lisant ce livre, c'est que être travailleuse du sexe, qui est un terme que tu emploies, serait donc la seule faute, là j'ai vraiment mis des guillemets, qui ne puisse pas faire l'objet d'une quelconque rédemption, et là j'ai remis des guillemets. La peine encourue, c'est une forme de stigmatisation à vie. C'est une stigmatisation à vie. Tu prends par exemple Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie, elle a arrêté de faire du porno l'année de ma naissance, c'est-à-dire en 1980, c'est-à-dire il y a 45 ans. 45 ans après avoir arrêté, elle est toujours présentée comme l'ancienne actrice. Donc c'est une étiquette qui est indélébile. C'est une marque au fer rouge, c'est un stigmate, c'est un regard social qui est tellement violent, si tu veux, que ça ne peut pas disparaître. Donc moi, je parle de mon cas à moi, mais on peut aussi parler du cas de Maria Schneider, qui pourtant n'était pas une travailleuse du sexe, mais qui, toute sa vie, aura vu sa carrière réduite à la fameuse scène du pot de beurre dans Le Dernier Tango à Paris. Qui n'était pas une scène consentie, il faut préciser à chaque fois. Qui a été imposée de manière... Parce qu'on voulait qu'elle ait l'air surprise, elle l'a été de fait, puisque ce qui s'est passé sur le plateau était extrêmement violent pour elle. Exactement. Donc on revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on peut se faire traiter de salope sans être volontaire et consentante, en fait. Donc oui, en fait, on peut être Maria Schneider, on peut être. Je parle un moment dans le livre de Caroline Dusset aussi, qui était l'actrice principale de Romance,
de Catherine Breillat qui a sorti un livre, il me semble que c'était l'année dernière, et qui raconte justement ce qui s'était passé sur ce tournage. Et qui raconte surtout que des années et des années après, elle aussi, donc il y a une scène qui n'était pas complètement consentie, et elle raconte que des années après, elle voit ressurgir toutes ces images-là sur les plateformes de films pornographiques. Donc là, elle resubit la stigmatisation qu'elle avait subie 20 ans auparavant, elle a resubi à ce moment-là. Il n'y a pas de droit à l'oubli en quelque sorte. Non, pas du tout. J'ai annoncé une playlist des années 80, il y a une exception. Il y a un titre de 1975 dans les choix d'Ovidie, il est signé Ian Hunter. Ah oui. Pourquoi lui ? Parce que c'est la musique de Vampire, vous avez dit Vampire, qui est un de mes films préférés. Ouais, j'aime beaucoup ce film. Et à un moment, il y a une scène dans une boîte de nuit, ils se mettent à danser. Et donc, il y a Ian Hunter qui chante ce morceau-là. Et ce morceau, c'est Once Bitten, Twice Shy. Ian Hunter dans Nova le soir pour un titre issu de l'album Once Bitten, Twice Shy, qu'on pourrait traduire par Chat échaudé craint l'eau froide. Ce qui me semble assez bien illustrer l'expérience d'Ovidie sur les plateaux télé. Oui, j'ai fait la liaison comme ça. Tu l'abordais il y a un instant, c'était ces grands-messes de deuxième partie de soirée dans lesquelles on aimait faire venir des jeunes femmes en général, des actrices de films X en particulier, pour le frisson, pour l'audience et pour la rigolade graveleuse aussi. Plus d'une fois, tu expliques t'y être senti piégée et pourtant, il fallait y aller et je me suis demandé si, oui, d'un côté, il y avait l'obligation d'y aller parce que c'était prescripteur, mais est-ce que c'était pas aussi vu par les gens qui animaient ces grands raouts comme une sorte de pénitence en réalité ? En tout cas, on y allait parce que c'était prescripteur, ça c'était certain. Et c'est vrai que ça changeait tout. Quand on avait un livre qui sortait, aller chez Ardisson, vraiment, ça pouvait multiplier par 10 les ventes. Donc c'était vraiment capital. Les attachés de presse et les éditeurs, ils auraient vendu père et mère pour qu'on y aille. Donc on se sentait, quoi qu'il en soit, obligé d'y aller. Et pourquoi est-ce qu'on y retourne alors que pourtant on s'est fait humilier une fois, on se dit tiens, la deuxième fois ça va pas être mieux. On y retourne parce qu'on en a vraiment beaucoup trop besoin. Et aussi, je pense, parce qu'il y a cette misogynie intégrée où on se force à rire des blagues en fait. Cette espèce de sensation qu'on peut ressentir en dehors des plateaux, où on est dans un groupe, où il y a des mecs qui font des blagues bien lourdes, et pour pas passer pour celle qui fait la gueule, en gros, on va se forcer à ricaner. C'est un truc que j'ai un peu vécu sur ces plateaux-là, sur Tout le monde en parle, par exemple, c'est ce truc de se plier à cette injonction-là, à être sympa, même quand on nous fait des blagues de cul nazes. Comme moi, ça m'est arrivé avec Baffy. Pour moi, c'était pas Ardisson le plus problématique. À chaque fois que j'y suis allée, c'était vraiment Baffy, qui aujourd'hui est dans la rédemption, qui a fait plusieurs déclarations en disant vraiment, on s'est mal comporté avec les jeunes femmes sur les plateaux. Et c'était pas spécialement les actrices X, c'était les jeunes chanteuses, les jeunes autrices, les jeunes comédiennes. C'était vraiment ça leur cible, en fin de compte. Mais c'était indispensable. Et c'est pour ça qu'on était contente. On était contente d'y retourner, quoi. Moi, j'ai grandi dans ces années-là aussi. J'avais évidemment toutes ces images en tête. L'émission était regardée par énormément de monde. Et j'ai réalisé qu'en grandissant, moi aussi, j'avais intégré ce modèle-là à l'époque, qui était quasiment un modèle unique de ce que l'entertainment proposait. Et je me suis dit vraiment en lisant le bouquin que moi aussi, j'ai dû participer à un endroit à cette forme de stigmatisation, cette manière de juger. T'es un produit de cette époque-là. Je le suis aussi en tant que spectatrice, en fait. Et je trouve que c'est aussi un mea culpa qui est important à faire pour les lecteurs, pour les lectrices. C'est violent de réaliser qu'on avait intégré cette misogynie-là et qu'on n'a pas été capable d'écouter correctement. Et tu vois, ce qui est terrible, c'est qu'on pourrait se dire, bon, aujourd'hui, ça a changé. On ne ferait plus ça sur les plateaux télé, c'est fini. Ça a changé. Cet humour-là, il reste malgré tout. Moi, ça m'arrive. Humour oppressif. Cet humour oppressif, il existe encore. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des gens qui viennent me parler dans la rue des mecs, toujours, et qui me disent qui me reprennent les blagues de Baffy, quoi, genre Ardisson à Baffy 25 ans après, en fait. Et parce que les images continuent de tourner. Parce que les images continuent de tourner, parce qu'elles sont sur YouTube. Mais surtout, ça continue à les faire rire, en fait. Ces images-là, elles continuent à générer de l'audience. Mais ce que je me suis dit surtout, c'est que moi, je ne suis pas sûre d'avoir entendu à l'époque ce que tu avais à dire, ce que tu avais à expliquer, par exemple, sur le féminisme pro-sexe, soit la sexualité comme un outil d'émancipation. C'est une notion sur laquelle tu es revenue depuis, mais ce discours-là, moi, je ne l'ai pas entendu. Non, il était inaudible, puisqu'il était noyé dans un flot de blagues. Compliqué.
Non, Est-ce que tu as l'impression quand même que c'est une façon de cette silencier, voix-là hein. a porté à un moment ou pas du tout? C'était vraiment... Est-ce que c'était vain finalement d'avoir fait Non, tout je sais pas, ça? je me suis posé la question. J'imagine qu'il y a quand même eu des retours dessus parce que... Ben, c'était pas forcément, bien compris puisqu'encore une fois, c'était, de toute façon quand on fait une blague grasse comme ça à quelqu'un qui est en train Ouais, d'essayer de développer un propos et que tout à coup, c'est une façon de silencier la personne, c'est une absolument, façon de ouais. lui dire: «Ta gueule» en fait, Ouais, hein. C'est pas drôle ce que tu racontes, ouais. En 2013, bah, c'est à la fois très lointain et très proche, Lily Allen professait que l'inégalité promet qu'elle risque de durer et de toujours faire confiance à l'injustice car elle ne disparaîtra pas. Oui, une très belle pensée. Elle ajoutait aussi cette saine suggestion: Forget your balls and grow a pair of tits. Oui, j'avais envie d'écouter Hard Out Here. Mayra sur Nova avec Splash. On continue la conversation dans un instant avec Ovidie. On parle de son nouveau livre, Slut Shaming, et tout ça, ce sera juste après la pub. Toujours en compagnie d'Ovidie, on parle de Slut Shaming dans la collection Cahiers... non, Cahiers... Cahiers, j'ai écrit n'importe quoi. Toujours en compagnie d'Ovidie, on parle de Slut Shaming dans la collection Cahiers Libre aux éditions de la Découverte. Alors, je n'arrête pas de dire que ce qui est très étonnant, parce que effectivement, en lisant le livre, tout ceci m'était très familier et en même temps, j'ai pas arrêté de me dire mais c'est pas possible, alors que je savais très bien. C'est qu'on interroge beaucoup la respectabilité de celles qui font, jamais celle de ceux qui regardent. alors Ah attends, oui, une petite re re dissonance cognitive. C'est-à-dire que ce que tu appelles les travailleuses du sexe ou les femmes qui réfléchissent à la question sont souvent sévèrement jugées sur leur respectabilité ou non, alors que les messieurs qui consomment, par exemple, ces œuvres-là ou qui disent, eux, on n'interroge pas leur respectabilité. Ça ne va que dans un sens. Ah non, ça c'est sûr, mais de toute façon, ils ont un crédit, illimité, Ouais. en termes de consommation, hein, on va dire. Ils seront jamais, condamnés pour ça. De toute façon, il y a une survalorisation, de la sexualité, Ouais. il y a même, je dirais même une injonction à avoir une sexualité conquérante. Ça ne change pas, bien sûr. Les femmes sont encore, surtout les femmes hétéros, elles sont encore considérées comme des territoires à conquérir, Ouais. ou alors comme des lampadaires sur lesquels on pisserait, il faut être clair. Mm. Et les mecs, ils se verront toujours comme des grands conquérants. C'est presque une logique impérialiste, hein, la Ouais. sexualité hétérosexuelle, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Ouais, je vois très bien. Tu l'expliques très bien dans le Je vois très livre. bien. Les femmes, on est classées, stéréotypées, on a des fonctions qui répondent à tout un tas de facteurs. Et toi, tu parles de 2 critères décisifs, mais assez peu mentionnés. D'un côté, le capital beauté et de l'autre, le capital baisabilité. Est-ce que tu veux bien nous expliquer? Ah là là. Waouh. Alors, ben, bon, il y a la division là de Bourdieu, le capital social, le Ouais. capital culturel, et cetera. Mais il y a aussi, une possibilité, d'être transfuge de classe pour pas mal de femmes, Ouais. qui est le capital beauté et aussi le capital, baisabilité, qui est une extension du Mm. capital beauté, où, finalement cette beauté-là peut permettre d'accéder à une classe sociale à laquelle on n'aurait pas, alors que l'inverse, du côté par exemple des hommes, c'est quelque chose qui ne se fait pas en fait. Ouais. Ce chemin inverse ne se fait pas. Mais oui, pour simplifier, c'est ce que j'appelle le capital beauté. Et alors, le capital baisabilité est encore un autre facteur et qui est, pour le coup, difficilement compatible avec d'autres activités. Bah là, c'est Ouais, encore ouais. autre chose, c'est-à-dire, effectivement, contrairement au capital beauté, le capital baisabilité, qui nous réduit à notre fonction Ouais. d'être bandante, faut Ouais. être clair, il n'est pas récompensé de la même façon. Mmh. C'est-à-dire, il ne permet pas justement d'accéder à un bon parti, un bon mariage, Ouais. ce genre de choses, puisque à partir du moment où on est une slut, donc à partir du moment où on est une salope, on va être jugé. On va être jugé parce qu'on ne sera plus qu'une salope. C'est-à-dire, on ne peut pas être une salope et penser, produire de la pensée, par exemple, écrire des livres, faire des films ou des Ouais. choses comme ça. On ne peut pas être une salope et être une bonne mère. Il y a tout de suite nos capacités maternelles qui sont remises en question Mm. à partir du moment où, même dans un quartier, si on a la réputation d'avoir la cuisse un petit peu légère, par exemple, nos capacités maternelles vont être remises en question. On ne peut pas être considéré non plus comme des partenaires loyaux. Ça, c'est quelque chose Ouais. qui est remis en question aussi. Donc, en fait, tout le reste est remis en question à partir du moment où il y a une suspicion, voilà, où on est considéré comme des salopes. Oui, d'ailleurs, tu as titré l'introduction du livre La putain savante et t'expliques qu'il n'y a qu'un seul narratif possible, l'universitaire qui a fait du porno. Sauf que dans l'esprit collectif, tu le disais très bien, on ne peut pas être putain et penser en même temps. Alors comment est-ce qu'on résout cette équation-là, en fait?
Moi, c'est vrai que ce truc-là de l'intello du porno, la putain qui fait du porno, donc c'est un surnom qu'on m'a donné il y a 25 ans, voilà, donc en 99 quand je suis devenue Lydie à ce moment-là. Et c'est quelque chose, j'étais une bête de foire, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incompatibilité, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un rôle sexuel actif, on va dire, et en même temps produire de la pensée, produire du discours. Ça, c'est quelque chose qui est totalement incompatible. Donc, d'où cette espèce de surnom qu'on m'a donné, parce que c'est vraiment phénomène de foire. Moi, c'est comme ça que je l'analyse a posteriori. Et c'est quelque chose qui est resté ensuite, parce que j'ai jamais changé de nom de guerre. Donc, c'est quelque chose qui me colle encore à la peau, alors que ça fait plus de 20 ans que je sais pas, que je suis plus sur les plateaux de tournage, etc., etc. Mais c'est totalement incompatible. Mais il y a eu cette espèce d'engouement aussi pour d'autres putains savantes au début des années 2000. Il y a eu pas mal de livres qui sont sortis à ce moment-là, écrits par des femmes. Il y a eu l'espèce de succès, je ne sais pas pourquoi je dis l'espèce, mais il y a eu le succès mondial de la vie sexuelle de Catherine M. Je crois qu'il y a 800 000 exemplaires vendus en France et 2,5 millions à l'étranger. C'est colossal. Il y a eu Anne Scott aussi, il y a eu évidemment Christine Angot, il y a eu Virginie Despentes, etc. Il y a eu Nelly Arcan. Il y a eu bien sûr Nelly Arcan, qui s'est donc suicidée et qui, d'après moi, je ne la connaissais pas personnellement, mais qui, d'après moi, s'est pendue parce qu'elle ne pouvait plus supporter la stigmatisation et le fait de ne pas être reconnue comme une véritable écrivaine, ce qu'elle était. Sa malédiction, ça a été d'être à la fois une femme qui réfléchissait sur des questions qui n'étaient pas normalement celles du féminin, et en même temps d'être une femme extrêmement belle et de ne pas avoir l'apparence qui collait avec le fait qu'elle pouvait réfléchir, en réalité. Là, clairement, son corps faisait obstacle carrément à la pensée, puisqu'elle avait donc, les seins refaits, etc. etc. Et puis voilà, elle avait été elle-même travailleuse du sexe, donc on l'a réduite à ce statut de putain, finalement. Alors que pourtant, c'était vraiment une grande écrivaine. Donc, il y a eu tous ces livres-là qui sont sortis au début des années 2000, ça a été une espèce de marché d'éditeurs où plein de femmes se sont retrouvées vendues ensemble, on va dire. Et qui n'avaient rien à voir entre elles. Elles n'avaient rien à voir entre elles. Il n'y a rien à voir entre Virginie Despentes et Catherine Millet, par exemple. Elles n'ont strictement rien à voir. Ou avec Angot, enfin... Voilà, ce sont des femmes qui sont complètement différentes. Mais malgré tout, il y a eu cette espèce d'étiquette de femmes qui parlent de cul et qu'on a envoyées sur les plateaux télé, et qui sont donc des femmes que moi j'ai croisées puisqu'on fréquentait les mêmes émissions finalement. Retour à une forme de légèreté avec ta playlist que tu as annoncée comme hautement cinématographique. Donc pas étonnant de trouver dans tes choix un comédien qui nous invite à faire les foufous. C'est un titre de 1985. Et cet acteur, c'est Eddie Murphy. Mais bien sûr. Mais alors ? Mais on oublie trop souvent que Eddie Murphy, il chante. Bien sûr. Voilà, donc ça me semblait important de le rappeler. On écoute Party All the Time. Eddie Murphy dans Nova le soir, et c'est le choix d'Ovidie. On écoutait Party All the Time. Et c'est vrai qu'on a quand même un peu fait les faux folles en studio. Non, c'est faux. On est resté très très calme. On parle de ton... On dit essai ? Oui, on dit essai. De ton nouvel essai, Slut Shaming, dans la collection Cahiers libres des éditions de la Découverte. Tu parlais il y a un instant de toutes ces autrices qui, comme elles réfléchissaient sur le sexe, ont été mises dans une espèce d'énorme bloc commun. Est-ce que tu crois que c'est à peu près la même chose qui s'est passée quand d'un seul coup est arrivé, tu l'abordais en début d'émission, ce qu'on a étiqueté porno chic, où en fait ça devenait une forme de fascination qu'on appliquait à tous les domaines? Le porno chic, ça a vraiment imprégné notre environnement culturel, médiatique, durant plusieurs années en fait. Mais c'était plutôt des références esthétiques sans même qu'on puisse vraiment les identifier. C'est-à-dire, on ne se disait pas, tiens, telle campagne de pub, on ne se promenait pas dans la rue en se disant, ah tiens, ça c'est Terry Richardson, on ne se disait pas ça. Mais le fait est que c'était là sur les abribus. Et mais quand on les regarde aujourd'hui, ces campagnes de pub, elles sont hallucinogènes. C'est très très cringe. C'est très cringe, avec des espèces de mise en scène de zoophilie. Là, je me souviens de cette campagne là, où elle tient le pis de la vache et puis il y a du lait sur la joue, etc. Ou alors les mises en scène de viol aussi, il faut être clair. C'était vraiment très très cringe. Et c'était là, ça faisait partie de notre environnement. Et ça ne nous faisait pas tiquer plus que ça, parce que c'était juste là, en fait. Ça faisait partie de notre trajet au quotidien, quand on prend son bus, quand on prend le métro, on passe devant cette image-là et on ne s'arrête même plus, quoi.
En fait, je me faisais cette réflexion-là parce que, autrice qui parle de sexe, porno chic, je me dis qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux, ça deviendrait des trends et je ne sais pas si ça aurait le même retentissement. Si tu vois, ça passerait pas d'un seul coup comme un truc qui est balayé, dès le lendemain par un truc nouveau, Là, aujourd'hui, on arrive à réfléchir dessus parce que c'était il y a un certain temps et qu'on a été toutes plus ou moins touchées à des endroits différents. Mais je ne sais pas comment tout ça serait possible aujourd'hui, ou en tout cas la manière dont ce serait reçu. Moi, j'ai l'impression que déjà, ce serait censuré, de fait. Ouais, Ça passerait pas la barrière des réseaux sociaux. Or, c'est là que ça se passe, hein, de toute bien façon. sûr. Et j'ai quand même... J'ose espérer que ça nous ferait tiquer, que des campagnes de Ouais. pub comme ça nous ferait tiquer. Et je pense qu'à l'époque, on a quand même été quelques-unes à tiquer malgré tout, même Ouais. si je disais on ne fait pas attention, mais en fait, on était quand même quelques-unes à tiquer. Et c'est aussi grâce à ça qu'il y a pu ces campagnes-là. C'est-à-dire, Ouais. de toute façon, en phase post-MeToo, moi, je suis persuadée que toutes ces campagnes-là ne sont plus acceptables de toute façon. Donc, j'ose espérer, en fait, voilà, que ce genre de choses, il y en aurait pu et il y en aura plus. Ce que tu expliques aussi très bien dans le slut shaming, c'est qu'il y a eu aussi à un endroit une confusion entre l'activité des comédiennes du X, donc un métier, et la sexualité facile qu'on pouvait leur prêter. Et il y a pas mal d'entre elles qui ont été maltraitées, voire sexuellement agressées, dans le civil comme sur des plateaux, parce que, après tout, ça devait être un véritable plaisir pour elles. Spoiler, non, absolument pas. Le consentement existe aussi dans ces domaines-là. Bien sûr, et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est peut-être, enfin sans doute, j'en sais rien en fait, j'allais dire Ouais. qui est plus intégré aujourd'hui, mais c'est même pas certain. Mais oui, il y a une, comment dire, je pense que la plupart des spectateurs, quand ils sont face à une scène pornographique, Ouais. n'arrivent pas à admettre que cette scène-là, c'est une scène finalement de fiction. Que c'est une scène qui est jouée, que c'est une scène où il y a de la technique autour, surtout à l'époque, on va dire. Et que donc c'est de la mise en scène et que la personne qui est à l'écran, elle incarne un rôle et qu'elle n'est pas comme ça dans la vraie vie. Une femme qui regarde une image pornographique, elle le sait, ça. Elle sait bien que la nana, elle passe pas sa vie en porte-jartel chez elle, enfin, ça n'existe pas. Je pense que pour un homme, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il a besoin de mépriser la femme qui regarde à l'écran pour pouvoir s'exciter dessus. Donc je pense que c'est trop compliqué d'admettre finalement que cette personne-là, elle est là, elle fait son job, elle prend son billet à la fin. Je pense que c'est trop... ça viendrait trop remettre en question leur excitation. Ouais. Alors, ceci dit, c'est aussi très symptomatique de la manière dont on traite les comédiennes, toutes les comédiennes de manière générale. Tu as travaillé avec Anna Mouglalis, qui, elle, avait témoigné devant la commission d'enquête sur les violences dans la culture et qui expliquait qu'il n'y avait pas de respect des limites du corps, ou en tout cas du sien. Mais bien sûr, Ouais. ça concerne les comédiennes, ça a concerné aussi en son temps, ça a concerné les danseuses Ouais. aussi, bien sûr, mais toutes les femmes artistes d'une façon générale, ouais. Mais bien sûr. Ça va au-delà, ce que je veux dire, c'est que cette histoire de slut-shaming, ça va bien évidemment au-delà de la question des actrices X, bien au-delà. C'est vraiment toutes les femmes qui sont concernées par ça. Toutes les femmes qui donnent leur image à un moment donné. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on donne son image, même si on n'y a pas consenti d'ailleurs, et ben cette image-là, elle est indélébile et jamais elle disparaîtra. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les plateformes porno, avec tout ça en fait, avec Internet. Aujourd'hui, il y a vraiment une impossibilité de faire disparaître, de faire disparaître ces images-là. Même si, encore une fois, même si on n'était pas consentante. C'est vraiment... puis c'est peine perdue, en fait. C'est-à-dire Ouais. ils vont supprimer les images pendant 48 heures, puis 48 heures après, ça va revenir sur une autre plateforme. Enfin, c'est les écuries d'Augias, quoi. Ouais. On poursuit en musique. J'ai choisi d'écouter, là, maintenant, tout de suite, parce que ça me faisait plaisir aussi, Disclosure avec Sam Smith. On écoute Latch. Disclosure dans Nova le soir est toujours en compagnie d'Ovidie. Et si tu le veux bien, je voudrais qu'on revienne un instant sur l'expérience La chair est triste, hélas, au théâtre. Mise en scène et texte d'Ovidie, évidemment. Interprète Anna Mouglalis. On avait eu l'occasion d'en parler ici avec elle. Le livre avait déjà eu un grand retentissement. Est-ce que la pièce l'a fait basculer dans une autre dimension ? Je crois, et puis le fait que ce soit Anna Mouglalis qui s'empare du texte, évidemment, tout de suite, ça l'a porté à un autre niveau, on va dire. Bon, déjà, le livre, oui, avait eu son petit succès, quand même, on peut dire. Un best-seller, on peut dire. Ouais. Bah, je sais pas, c'est combien best-seller ? Je sais pas, moi je dis un best-seller. Bon, ok, ça marche. Allez, vu le nombre de mes copines qui l'ont lu, je pars du voilà, principe c'est un que best-seller chez nos potes, quoi.
Et c'est vrai qu'on a joué à guichet fermé pendant des semaines, hein, du mois de septembre, enfin de fin août jusqu'au mois de novembre, là. Ouais. C'était complet, archi complet jusqu'au bout. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y avait des gangs de filles, de jeunes meufs. Il y avait tous les âges dans la salle, mais il y avait des gangs de jeunes meufs qui venaient à plusieurs comme ça et qui étaient là pour en découdre, quoi, en fait, qui étaient déchaînées. Et ça, c'était chouette parce qu'il y a parfois aussi cette sensation quand on est féministe de se dire merde, est-ce que je touche encore les générations suivantes ? Est-ce que je suis pas en train de vieillir moi-même et tout ? Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir toutes ces jeunes meufs hyper vénères. Et à côté de ça, il y avait des femmes de 70, 80 balais qui venaient me parler et qui me disaient, mais moi aussi, parce que donc La chair est triste, ça raconte ma grève du sexe, en tout cas ma grève du sexe hétérosexuel depuis plusieurs années maintenant, et ce renoncement volontaire, quoi, finalement. Je parlerai pas d'abstinence parce qu'il y a une notion de manque dans l'abstinence, mais en tout cas ce rejet et ce moment où j'ai décidé d'arrêter de coucher avec les hommes, quoi, parce que j'ai trouvé trop décevant pour plein de raisons qu'on a évoquées aussi tout à l'heure. Et voilà, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui baisait pas. Sinon, ça n'aurait pas eu cet écho-là, ce texte, qu'il y avait pas mal d'hommes et de femmes qui n'avaient pas envie de jouer à ce jeu-là, parce que pas envie de se soumettre à toutes ces injonctions, pas envie de se forcer, quoi, tout simplement. Et donc oui, il y a eu à partir du moment où ce texte a été portée par Anna, forcément, parce que Anna, c'est vraiment une grande comédienne. Donc, et oraliser ce propos-là, moi, je trouve ça hyper important, en fait, que ça se transmette aussi comme ça. Et qu'il y a quelque chose dans la manière de transmettre qui, raconté, porté par une voix, a quelque chose de cinglant par endroits et très drôle par d'autres, en fait. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé du sérieux de ce texte, mais qui est aussi très drôle. Je dois dire. Il est un peu gaulerie quand même, quoi. Il est très énervé, il est tellement énervé que par moments, ça frôle presque la mauvaise foi et on est... Mais oui, bien sûr qu'il était... Moi, ça m'a fait plaisir d'entendre les femmes rire dans le public. Les garçons moins, étonnamment. Moins, mais quand même, il y en avait quelques-uns qui ricanaient jaune, mais qui ricanaient quand même. Et c'est marrant parce que donc, je l'ai vu plein de fois donc, sur scène pour ajuster des choses, etc. Et c'était intéressant de voir que c'était toujours à peu près aux mêmes endroits que les meufs riaient. Bah oui. Et là où, par exemple, il y avait un endroit où ça ne loupait pas, elles se marraient à chaque fois, c'est un moment où on parle des hommes qui proposent des massages. Et un massage, c'est jamais gratuit, en fait. Hein. Non, c'est jamais gratuit. Et ça, dans la salle, il y avait toujours, mais toutes les femmes, là, tous les âges qui étaient mortes de rire, parce elles connaissent toute la supercherie. Bien sûr, il y a ça. Et dans les tubes de ce texte, il y a aussi ce que c'est que d'être une mal baisée. Mais bien sûr. Bah oui. Du coup, mais peut-être que ce n'est pas de ma faute, puisque tout est dans la manière de dire les choses. Mal baisé. La responsabilité n'est pas là où on l'entend. Bah ouais, c'est et comme ça marche très bien aussi. Ça marche très bien, ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même curieux comme insulte, mal baisé. Bien sûr. Oui, bien sûr que je suis mal baisée. Sinon, j'aurais peut-être pas fait la grève du sexe, en fait, si j'étais bien baisée, en fin de compte. Donc, mais oui, bien sûr. Ouais, j'avais résumé la pièce ainsi à Anna Mouglalis et je suis assez contente de moi, donc du coup, je vais le répéter. C'est vraiment tout ce que vous voulez pas entendre, messieurs, et tout ce que vous avez besoin d'entendre, mesdames, en fait. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça s'entendait dans la salle, moi, quand j'y suis allée. Il y avait vraiment un truc féminin, collectif, qui était assez jouissif. Ça m'a fait un bien fou. Donc pour ça, merci aussi Ovidie. Et donc on le rejoue à partir de fin janvier. On refait 9 dates supplémentaires à partir le fin janvier, 26 janvier, je crois bien, et jusqu'au début février. Toujours au Théâtre de l'Atelier ? Toujours au Théâtre de l'Atelier, ouais. On fait 9 dates de plus. On était frustrés parce que je pense qu'on aurait pu faire une reprise. J'imagine. Mais pour des questions de disponibilité, on a juste réussi à réinjecter ces 9 dates. Alors pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, courez-y. J'espère que tu passes un moment très agréable. Ouais, c'est cool. Tu vois, c'est ma manière de dire. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle un massage. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu vois, ça se passe bien. Bon, il y a quelqu'un dans l'émission qui est là pour titiller quelque peu les invités. Je crois que c'est quelqu'un que tu connais, ou en tout cas pour ses prestations télévisuelles et tout à fait royales. Paloma, gagnante de la saison 1 de Drag Race France, qui propose chaque jour un roast. Et comme on est en France, on a décidé de la jouer vraiment VF. Voici le rôti. Nova, le soir. Let the roasting begin! Boom. Roasted.
Salut Charline. Alors aujourd'hui c'est très intimidant parce que notre invité m'aime bien. Et comme l'admiration est mutuelle, ça n'arrange pas les choses. Ovidie est parfaite, voilà c'est dit. Mais comme il faut bien que je justifie mon maigre salaire, je me lance. Ovidie, votre carrière prouve qu'on peut passer du porno à la Sorbonne sans jamais changer de ton. Avant vous gémissiez à l'écran, maintenant vous soupirez en interview, l'évolution est cohérente. Vous avez l'air de sortir de la série Daria. Comme son héroïne, vous êtes cynique, nonchalante et définitivement hors système. Autant dire que je vais avoir énormément de mal à vous critiquer car a priori je suis la même personne. Ovidie, vous et moi, on est deux gothiques cérébrales, mais vous avez fait du sexe un objet d'étude. Avec vous, chacun de nos désirs est analysé, déconstruit, contextualisé et historisé. Vous avez fait du porno comme d'autres feraient Erasmus pour l'expérience culturelle. Vous avez révolutionné le porno féministe, réalisé des documentaires sur l'industrie du X, écrit des livres sur le désir, puis un livre pour expliquer qu'en fait, vous avez arrêté le sexe. C'est quand même rare quelqu'un qui démonte une machine après l'avoir inventée. C'est un peu comme si avant de clamser, Brigitte Bardot nous avait sorti un bouquin 200 idées tendances pour porter de la fourrure en hiver. Quand d'autres criaient plus fort, vous criez plus conscient. Ou comment passer de tape dans le fond, je ne suis pas ta mère, à tape dans le fond, Oedipe, je suis ta mère. Ovidie, vous êtes capable de nous dire « Je ne suis pas contre le sexe » avant d'expliquer pendant 300 pages pourquoi ça n'en vaut plus la peine. Vous n'êtes pas anti-sexe, vous êtes post-sexe. Nuance. Dans les médias, vous arrivez toujours avec ce ton calme, lent, un peu fatigué. Vous êtes gothique mais version canapé. Révolutionnaire mais à domicile. Radical mais avec un plaid. Ovidie, vous êtes une punk qui a troqué sa rage contre des notes en bas de page. Vous avez dénoncé le porno industriel, l'hétérosexualité obligatoire, la culture du viol, le capitalisme du désir, les chauves. Résultat, vous êtes devenu la voix off dépressive de la libido française. En fait, le plus fort, c'est ça. Vous parlez du sexe comme une ancienne fumeuse parle de la clope. Ouais, c'était cool au début, mais franchement, l'odeur. Traverser tout le spectre de la sexualité pour finir par conclure bof. Pas sûr que ça plaise aux fans de Jackie et Michel, mais soyons honnêtes, si Ovidie agace autant, c'est parce qu'elle est brillante. Et si vous êtes brillante, c'est parce que vous avez tout vu, tout fait, et décidé en conclusion que le plus subversif, c'était encore de se foutre la paix. Bref, Ovidie, vous n'êtes pas une ex-star du porno, vous êtes une ex-optimiste. Et dans le paysage culturel où la bienveillance et le développement personnel sont devenus les fers de lance des influenceuses, dans un monde obsédé par le désir des autres, eh ben vous me faites du bien. Allez, salut. Était-ce douloureux? Ouais, c'était très mignon, très mignon. J'ai beaucoup ri sur Erasmus. Et les chauves. Parce que c'est vrai que c'était un peu mon Erasmus, faut bien le dire. Ouais. Et les chauves, mais oui, bien sûr. Ouais. Ça, il n'y a rien qui fasse plus vriller un homme que de l'attaquer sur sa calvasse, quoi. Ouais, je sais. Ça reste du coup une réserve inépuisable en cas de vengeance potentielle. Bah, enfin bon, ça, je ne veux pas trop en dire. C'est le dernier recours, quoi, vraiment. Comme j'ai coutume de le rappeler ici, selon l'adage entendu dans Steak de Quentin Dupieux, le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Bah, c'est le cas d'Ovidie, qui nous expliquera pourquoi juste après la pub. Phil Collins, Sue Studio, le choix d'Ovidie, l'invité de Nova le soir. Alors, je voudrais débunker tout ragot. Je ne suis pas fan de Phil Collins, vraiment pas du tout. C'était vraiment pour le jeu de mots. Hein. Mais c'était... non, c'est parce que c'est la musique, un moment d'une scène dans American Psycho qu'avait réalisé Marie Aaron. Il y a cette scène improbable où il baise sur du Phil Collins. Et voilà, ça me faisait plaisir de le réécouter pour me remémorer cette scène mythique. C'est-à-dire que rien ne s'agence correctement dans cette phrase. Enfin, elle est tout à fait logique et en même temps, elle ne l'est pas. Phil Collins, American Psycho et faire du sexe sur Phil Collins. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, c'est un concept qui est très très loin de... J'ai jamais fait de la science-fiction, non, personne, je crois. C'est vrai. Pardon. On a exploré ta discographie. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à ta vidéothèque. Oui, je la joue années 80, j'ai dit vidéothèque. Ok. Voilà. J'ai isolé quelques extraits de films qui normalement sont censés te parler. Je te laisse les écouter et je te laisse nous expliquer quand tu les reconnais. L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est « monde de merde ». Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Merci, c'est pas facile à trouver. C'est sûrement un nom. Si c'est une femme, je veux savoir quelle femme. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. Nous, on pensait que ça pouvait être un prénom. Le grand détournement, Michel Hazanavicius. La classe américaine. La classe américaine. Michel Hazanavicius, Dominique Mézeret. Et je crois que c'est un film qui fait partie des films que tu as, je te cite, poncé.
Ah ouais, qu'est-ce que j'ai ri. C'est un film qui est sorti, je dirais, au milieu des années 90. Et non, c'est un film. Moi, j'aime beaucoup Après, j'ai beaucoup aimé les films suivants de Michel Hazanavicius, mais c'était donc un détournement. Ouais. Où il y avait plein de films. Il y avait des films de mémoire, il y avait Les Hommes du Président, il y avait des films avec Charles Bronson, avec John Wayne, etc. Mais qui étaient, ils avaient détourné les doublages dans une tradition un peu post-situationniste, Ouais. quoi, on va dire. Et c'est à mourir de rire. Ouais. Je suis d'accord, ça marchera toujours. Il faut toute la vie. le ressortir. Mais je crois qu'il avait sorti en livre, mais Ouais. l'effet est forcément différent. Ouais. La retranscription en livre, mais ouais. Dans un registre totalement différent, extrait suivant. J'ai pris une décision. Premièrement, tu vas déménager. Deuxièmement, tu vas quitter Samy. Troisièmement, tu pourras plus jamais regarder un mec de ta vie. Quatrièmement, je te quitte. Et cinquièmement, tu seras tout seul. Tout seul. Bref, je souhaite plus ton bonheur. Roman Boringer dans Les Nuits Fauves. Ah, Les Nuits Fauves, de bien Cyril sûr. Collard, Bien film sûr. sorti en 1992 et film que je crois tu as étudié. Ouais, ça faisait partie de mon corpus de Ouais. thèse, effectivement, les Nuits Fauves, qui était une thèse sur l'autonarration au cinéma, Ouais. comment des auteurs s'auto-racontent à travers leurs propres films. Et donc là, vu que c'était un texte autonarratif, c'était d'abord un roman, Les Nuits Fauves, Ouais. et c'est un texte qu'il a donc adapté au cinéma. Il a eu juste le temps de le faire, de le terminer Ouais. avant donc de mourir du sida. C'est un film sur les années sida. Et moi, c'est un film qui m'a bouleversée. Et on voit effectivement Romane Boringer, toute jeune, dans le film. Alors là, j'annonce encore une fois un changement de registre absolument spectaculaire. Extrait suivant. I'll kill you! No! Hooch! What are you doing to this dog? Oh, just take him for a walk! Il y avait un indice dans l'extrait, hein, donc, de fait. Bah ouais. C'est Turner et Hooch. Turner et Hooch avec Tom Hanks et Bisley. Il s'appelait Bisley, le vrai nom du chien. Tu connais même le nom du chien comédien. donc. Bah, bien sûr, Ouais, c'est un ok. grand comédien. Moi, j'ai trouvé qu'il était très convaincant dans toutes ses scènes. Donc, ouais, Turner et Hooch. Donc, Bisley, c'était un doc de Bordeaux. Ouais. Et alors, pourquoi ce film-là t'a marqué? Déjà, parce que je trouve vraiment que le chien joue très bien. Mais pour de vrai. Hein, Il y a ce mec qu'on appelle Tom Hanks à côté, mais le chien est vraiment Oui, il y a Tom Hanks, remarquable. jeune, dans le film, effectivement. Mais non, mais il joue très bien. Il y a un autre film où un chien joue très bien, c'est le procès du chien. Le film de Laetitia Doche. Ouais. Et le chien est vraiment impeccable. Donc, moi, je suis sensible à ça, aux films où les chiens jouent bien, pas où ils regardent le dresseur derrière la caméra ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que tu suis la Palme Dog tous les ans à Cannes? Pas Ouais. tous les ans, mais je regarde un petit peu, ouais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Le chien d'Anatomie d'une chute. Je dois dire, film de Messi, Justine c'est Triet. ça. Bah oui, ouais. évidemment. Mm, Qui était devenu une sorte de star. bien sûr. Extrait suivant. Nick and Amy will be gone, but then we never really existed. Nick loved a girl I was pretending to be. Cool girl. Men always use that, don't they, as their defining compliment. She's a cool girl. Gone Girl de David Fincher, d'après le roman Les Apparences de Gillian Flynn, avec une absolument merveilleuse, génialissime Rosamund Pike. Ouais, moi j'aime beaucoup ce film. Déjà, j'aime bien les films de David Fincher de façon générale. Bon, elle est géniale. Et c'est vrai que ça raconte l'histoire de cette meuf qui décide de partir et donc du mec qui reste, qui lui est accusé de l'avoir tuée. Parce qu'on suppose que. Et je trouve qu'à un moment, elle est dans une station. Je crois que c'est ce moment où elle est dans une station-service où elle se teint les cheveux pour. C'est l'extrait qu'on a c'est entendu. cet avec cette extrait-là. voix off, ouais. Où elle raconte finalement ses motivations à Ouais. ne pas vouloir se plier à toutes ces règles et toutes ces normes. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup ce film. Mais je trouve que c'est un film aussi très intéressant sur la manière dont il est interprété, sur qui est la mauvaise personne dans cette histoire. Ah ouais. Bah oui, Ouais, évidemment. oui, il y en a qui peuvent prendre en pitié le personnage qui est joué par Ben Affleck, évidemment, Qui est vraiment Mais objectivement qui est un une connard. raclure, voilà, Oui, disons-le. évidemment qu'on est du côté de Ouais. Rosamund. Ouais, bon voilà. Mais ouais. Les choses sont assez claires. On continue d'explorer ta playlist musicale. Alors voilà un morceau que j'ai réentendu en préparant cette émission et que Ouais. j'avais complètement oublié. Il est signé Wang Chung, Dance ouais. Hall Days. Mais bien Pourquoi sûr. celui-là? Parce que, un peu comme toi, tu vois, je l'avais oublié. Ouais. Et que, je sais pas, l'autre jour, je cherchais de la musique pour faire du sport. Et je suis retombée là-dessus. Je me suis dit, mais oui, bien sûr. Bah oui.
Donc allons-y, on fera pas de sport là en revanche. Pendant Ok, ça marche. Moi j'ai pas de cardio, donc sinon c'est dangereux. Ok, Dance All Days. Georgia Smith, With You, est toujours en compagnie d'Ovidie. Je me demandais quels étaient tes projets immédiats après la sortie de ce livre. Est-ce qu'ils seraient d'ordre de la fiction, de la littérature, des essais, du documentaire ? Je vais repartir en tournage. Je n'en dirai pas plus, D'accord. mais je reprends la caméra et je vais certainement, dans les mois à venir, je l'espère, parce que ça me manque. Moi, je me sens... J'aime bien les périodes d'écriture et tout ça, mais là où je me sens vraiment bien et dans mon élément, c'est quand je suis sur un tournage. Y aura-t-il Et une finalement- saison 3 à Des gens bien ordinaires ? Alors ça, je peux répondre tout de suite. Ouais. Non, il n'y en aura pas, Ok. parce que je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire Ouais. dans les 2 saisons. Voilà, et c'était génial. Et je suis très fière de tout ce qu'on a fait. Et puis ils sont super, les acteurs, tous les acteurs et les actrices de cette série. Vraiment, ils ont été super mignons. Je pense à Jérémy Gillet, bien sûr, qui a porté la série, Ray Casanavissus, Sophie-Marie Larouille et tout ça. Et il y a eu plein de guests qui étaient super aussi. Je pense, il y avait Judy Godrèche, il y avait Corinne Absolument. Maziero. Ouais. C'était vraiment une très très belle aventure. Je profite pour dire que la série est toujours accessible sur la l'app plateforme Canal, absolument. Canal. Et voilà, que je crois qu'on en est tous très fiers, quoi. Alors, tu me réponds si tu le souhaites. J'ai vu sur le site Allociné que dans tes projets était, alors, sous le titre « La chair est triste », crédité potentiellement quelque chose qui pourrait arriver sur grand écran. Ouais. Mais oui. Et on s'arrête là. J'ai l'impression qu'on s'arrête là. Non, je suis... Non, Ouais. mais effectivement, c'est vraiment dans les tuyaux, ouais. Allez, encore une nouvelle manière de partager. Ça va être si bien. Dans ta playlist, donc des musiques de films, on l'a entendu, des musiques des années 80 et un petit peu d'Italo Disco. Ouais, Ouais. ça fait du Valérie bien, Dore. un peu d'Italo Disco. Alors, d'où vient ce titre et où est-ce qu'il te ramène ? Je sais pas, la salle des fêtes, ou alors la colonie de vacances de Saint-Georges-de-Didonne en 1988, tu vois, un truc Ok. comme ça. Ouais, je pense vraiment les premières booms. Ouais. Non, Valérie Dore, ouais, bien sûr. Et ce qui est quand même assez génial, c'est que elle chante très mal, Valérie Dore. On va pas lui faire de chagrin, mais je pense que ça devait être la meuf d'un des gars du studio ou je sais pas quoi. Mais elle chantait très mal. Et je suis même pas sûre que celle qu'on voyait à l'image, en fait, était vraiment Valérie Dore. C'est-à-dire, il y avait la musicienne de studio qui est venue poser sa voix, et puis il y a celle qui était là pour les clips. Pour danser, ouais. Ouais, un peu comme... comment ça s'appelait This Beat is Technotronic, là. Technotronic. Technotronic, Ouais. voilà. Exactement, c'est un peu la même histoire, quoi. Mais donc, ouais, Valérie Dore, ouais. Eh ben, on écoute The Night. Valérie Dore, c'est le nom de l'interprète. Quant à la personne que l'on voyait dans le clip, Ovidie a semé le doute. On ne sait pas si c'était vraiment elle ou pas, ou une comédienne Valérie embauchée. Dore existe-t-elle vraiment ? Ça, c'est pas C'est un sûr. mythe. Ouais. Ça peut faire l'objet d'un nouveau documentaire, À la recherche de Valérie Dore, par Ovidie. On écoutait The Night. En tous les cas, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant avec Amy Winehouse. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. C'est vraiment pour le titre que je l'ai choisi. Je me suis dit que ça correspondait bien à la situation, au mood du jour, puisque je suis en compagnie d'Ovidie. Non pas que je sois en train de te qualifier de mauvaise personne, C'est pas grave. mais je me dis que je prends. autant Je retourner suis le habituée. stigmate et en faire quelque chose de revendicatif. You know I'm no good. C'est comme ça, en fait. J'aime bien cette idée. Je suis une mauvaise fille, je crois bien. Non, je crois pas, moi. Mais bon. Afin de corriger cette image dont on a parlé, alors corriger, si toutefois il y a besoin de la corriger, parce qu'en fait, il y a besoin de corriger que pour ceux qui ne sont pas attentifs et qui n'écoutent pas, je me suis dit que le mieux, pour parler de toi, c'était une sorte de petit autoportrait via la fiction. J'ai préparé quelques petites questions et je te laisse m'y répondre, façon portrait chinois, si ça te va. Si tu étais une super-héroïne, je choisirais laquelle ? Tellement pas les super-héroïnes. C'est en vrai. fait. Ouais, elles savent lancer des trucs, courir vite et tout. Elles font des trucs tout bien que moi, je sais pas faire. Donc, je suis pas, tu sais, parmi les féministes qui sont à fond sur la figure de Wonder Woman et tout. Moi, elle me saoule, elle est trop bien gaulée et tout. Moi, ça me fatigue. Middle Woman. Je te propose une nouvelle héroïne à créer. Après, j'aime bien... Il y a une série qui s'appelle Cléo. Qui met en scène, c'est une série allemande avec une héroïne en période chute du mur de Berlin, tu vois. Et je sais pas, voilà, cette espèce d'héroïne
d'héroïne communiste, machin. Je la trouve sympa. J'aime bien ce personnage-là. À l'inverse, si tu devais investir un rôle de super vilaine, une super méchante de ciné, laquelle tu choisirais? Glenn Close, Liaison fatale et tout. Je trouve qu'il faudrait faire un remake féministe. Moi, si je pouvais, en fait, j'ai trop d'idées de films. Mais si je pouvais, je ferais un remake féministe de ce film-là, parce que donc à la fin, elle meurt et tout ça, et pendant tout le film, on part du principe que c'est elle la méchante, alors que c'est comme elle qui s'est fait planter par un gars qui assume pas ses responsabilités. Pour moi, c'est elle la victime de bout en bout, et elle passe pour la méchante, la super méchante. Donc moi, je pense qu'il faut réhabiliter. Je sais plus comment elle s'appelle dans le film. Je me souviens le plus personnage joué par Glenn Close, quoi. On en revient un peu à Gone Girl en même temps. C'est une forme de vengeance, Gone Girl, pour les femmes trahies. Ouais, mais sauf que Gone Girl, elle s'en sort bien, alors que Glenn Close, elle finit noyée dans la baignoire, je crois bien. C'est pas noyée, je me souviens plus. La fin est pas géniale, ouais. Ouais. Si tu étais une héroïne de comédie romantique, Crazy Ex-Girlfriend. La série télé, donc. Absolument. Ouais. Crazy Ex-Girlfriend, je serais cette héroïne-là. Ouais. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un titre programmatique. Oui, voilà, tout est dans le titre. Mais je pense que le fait de mettre sa loose au cœur du processus de création, je pense que ça fonctionne toujours. Merci beaucoup Ovidie d'être venue faire un tour dans Nova le soir. Je rappelle donc la publication de Slut Shaming, faire payer les femmes. C'est dans les collections Cahiers Libres aux éditions de La Découverte. Et vraiment, c'est un indispensable si vous voulez vous retrouver quelques motifs de colère, si toutefois vous en manquez, ce qui m'étonnerait beaucoup si vous êtes une femme. Voilà, c'est toujours un bon moment, pour rallumer un peu le feu. Merci beaucoup Ovidie. Merci beaucoup d'être venue, et on se quitte avec l'un de tes choix. Ah super. Pas de Benatar quand même. T'as pas cru que j'allais te laisser partir sans pas de Benatar. Love is a Battlefield, bien sûr. Oui. Bah oui, l'amour, c'est comment tu un champ de bataille. Un champ de bataille, voilà, Battlefield. Et à la fin, on gagne. Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux.